a un cyclone Ophélia sur l'Australie et qui perturbe tout le système météo du Sud. J'avais peur. Je devrais pas le montrer à ma fille non plus. Mais je me disais, mon Dieu, dans quelle histoire on est? On faisait des cauchemars, il dormait pas. On était avec lui. C'est triste qu'il soit plus là, en fait. Il aurait voulu vivre, il n'aurait pas voulu probablement mourir ainsi. C'est un grand moment. C'est toujours des moments comme ça. Les naissances de bateaux, c'est formidable. Pour nous, le sommet le plus élevé, c'était de faire un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistant. C'est un honneur de pouvoir faire cette course. Est-ce que vous avez certaines appréhensions? Non, pas vraiment. Dans la mesure où je sais que j'ai un bon bateau, je touche du bois. Ça arrange ceux qui partent à l'aventure, ça arrange moins ceux qui restent. Pour cette course-là, je ne la sentais pas du tout. Pourquoi vous la sentiez pas? Parce que ça allait trop mal. De ce départ-là, j'ai pas un bon souvenir de ça, moi. Non. C'est sûr qu'il était content de prendre le départ, il aimait la mer. On a pris la vedette qui accompagnait les bateaux à la sortie, en fait. Je vomissais, mais à plus en finir. Il faisait mauvais, hein, il faisait super mauvais. Et puis j'ai même les images en fait, du départ. On voit ma mère donner la main à Jerry, puis elle s'en rappelle aussi qu'elle aussi, elle était pâle. C'était un moment difficile de dire au revoir. Je me rappelle bien que je voulais pas qu'il parte. Vous pouviez pas le retenir? Non. On avait déjà demandé à ce qu'il ne parte pas, mais il a décidé de partir. 3 novembre 1996, les Sables d'Olonne. La course est lancée. On dit ouf, c'est fait, il est parti. Bon, ben, on croise les doigts, puis il faut qu'il revienne. Mais une fois que c'est lancé, on est soulagé aussi parce qu'on n'a plus à choisir entre rester et partir. Le choix est fait. Je lui en veux. Je ne suis pas contente d'avoir un père qui a choisi, qui avait le choix, qui a fait ce choix-là. Quelqu'un qui choisit son métier avant de choisir sa famille. Si lui disparaît en mer, il va pas bien, qu'est-ce que je fais après? Est-ce qu'il veut mourir, il veut pas mourir? Moi, j'ai ce côté-là, moi, à gérer gestion de l'enfant, gestion de son chien. S'il arrive malheur, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et s'il arrive malheur, il ne veut pas qu'il lui arrive malheur non plus. Beau temps, belle mer, petite brise, tout va bien. Il avait fait son testament, il avait pris ses précautions avant de partir. C'était déchirant parce qu'on sait que ça peut arriver. On a perdu tellement d'amis qui tombaient à l'eau, qui disparaissaient en mer. On est dans cette réalité-là à chaque course. Mais celle-là était particulièrement plus dangereuse. Il y a un premier groupe avec Auguin, Autissier, Parlier, suivi à bonne distance par Jerry Roof. D'avoir un père qui prend le large, on ne sait jamais. Hein. Un risque d'accident, c'est pas rare hein, quand même, des gens qui disparaissent en mer. Mais oui, il y a une tristesse quand même, enfin, de voir son père partir. Vu que les conditions étaient stables, j'ai pas mis l'alarme et je me suis réveillé. Je sais pas pourquoi, mais avec un putain de gros cargo devant moi, ça m'a un peu étonné parce que l'alarme radar n'a pas déclenché. Bah, il y a des fois, on a de la chance. Où on était en Bretagne, surtout, on avait la maison, le jardin, la plage. J'avais réussi à me construire une vie qui était sympathique. T'aimes bien les plages? Faut que j'appelle... On était partis vivre là-bas pour être en famille, en fait. Et on pensait être beaucoup plus souvent ensemble. Viens avec moi.
Mais on s'est retrouvés beaucoup plus souvent seuls, finalement. Mais on avait nos champs d'intérêt. Ma fille a commencé à faire de l'équitation. Elle aimait pas la voile. Bon, on s'est débrouillés. Je pense que c'était un bon papa, donc c'était quelqu'un qui m'aimait, que j'aimais. Enfin, moi, j'avais une très belle relation avec mon père. L'important pour moi, c'est de pas me prendre la tête et de continuer à faire ma course, faire mon globe. Solidement accroché à sa première place, encore et toujours, Christophe Auguin. Il est suivi par Jerry Roof qui a 2500 km de retard. Il a suivi du mauvais temps. Le temps qu'il passait en course en mer, il prenait le même temps pour en revenir de sa course. Une nuit, en fait, on dormait, il s'est mis à parler, puis il me demandait de choquer la voile. Puis je disais, ben là, Jerry, tu dors? Puis là, il me disait, non, choque la voile. Il dit, non, ça va être la catastrophe et tout. Alors j'ai dit, OK, j'ai choqué. Il dit, d'accord. Puis il s'est rendormi, mais c'était ça. C'est très prenant parce que quand on navigue, c'est une question de vie ou de mort. La tempête s'abat sur Goss et Dinelli, avec des vagues de plus de 18 mètres de haut. Dans la nuit, eh bien, on a eu cette balise Argos qui s'est mise en position détresse. À Pied de Goss, je lui ai dit, Raphaël Dinelli est en détresse, voilà sa position, peux-tu aller le chercher? Un avion de recherche Orion P3 décolle de Perth en Australie. Il est à plus de 3200 km de vol de la position de Dinelli. Cette tache blanche sur l'eau, c'est Raphaël Dinelli qui est debout sur le pont d'un bateau qui coule. Les sauveteurs australiens viennent de lui larguer un radeau de survie. Pendant ce temps, il y a Pete Goss, concurrent du Vendée Globe, qui fait route vers lui dans une tempête effroyable, et voilà qu'il le récupère. Quand Pete Goss a hissé Dinelli sur son bateau, ça a été une joie extraordinaire. Les secours australiens élitreillent le français Thierry Dubois, qui avait pris place dans un canot de survie. Au large de l'océan Indien, dans le froid et la tempête, l'anglais Bullimore, après 4 jours et 4 nuits, attendait, reclus à l'intérieur de son bateau qui avait chaviré. Une frégate de la marine australienne le récupère sain et sauf. Violente tempête, mer déchaînée, pouvant facilement faire chavirer le bateau. L'image, je l'imagine très bien. Et c'est ça qui rend la chose triste, en fait, à ce moment-là. De voir venir la mort comme ça, ça doit être terrifiant. C'est une question de survie. Le bateau est mon meilleur ami. On est partie prenante, là, on est dedans. Si on vit ça avec lui, si ça va mal, on est inquiet, là, on dort pas. C'est peut-être même plus facile d'être sur le bateau, finalement, que d'être à terre et d'imaginer des choses. Les vagues, c'est plus des vagues, c'est les Alpes. J'imagine bien, enfin, quand on parle de vagues de 4 étages. Et puis je l'ai vu, la mer au sud du Chili, quand même. Ça fait peur, quoi. C'est de l'immensité, hein. Enfin, c'est plus fort que tout. Ces derniers courriels, il était en souffrance, ça allait vraiment mal. C'était terrible. C'était terrible. Je viens de faire un chavirage monstre. Le bateau reste couché. Le vent, c'est l'enfer. Je ne sais pas ma position. Le dernier message, ça allait très mal. Je l'anticipais très mal. Et ce qui devait arriver est arrivé. Après Dinelli, Dubois et Bullimore, c'est Jerry Roof qui inquiète. Sans nouvelles de lui depuis 4 jours, le PC Course a décidé d'envoyer les secours, même si le skipper canadien n'a déclenché aucune balise de détresse. Une autre journée sans aucune nouvelle du Canadien Jerry Roof, porté disparu dans le Pacifique Sud depuis mardi soir. Alors moi, j'ai toujours l'impression qu'il est toujours en course. Je suis toujours optimiste, positive par rapport à ça. On était venus ici à Montréal pour le temps de cette course-là. Il suivait la course à l'école. Le jour où elle a appris à l'école qu'il avait été déclassé, là, elle a été malade.
Je ne pouvais pas annoncer à Emma que son père était mort, parce que moi-même, je ne le savais pas. Je soupçonnais qu'il soit mort. Vous vous souvenez du moment où vous l'avez annoncé? Est-ce que je me souviens de cet horrible moment? Non, je m'en souviens pas. Je pense que je préfère l'oublier. Je me souviens, on montait la rue, puis là, j'avais expliqué qu'on avait des problèmes, puis que c'était pour être difficile. J'étais toute petite. Elle comptait sur moi. Puis on faisait la recherche, puis on continuait. On allait à l'école. Peut-être qu'il continue, donc on continue, nous aussi. On ne cède pas au désespoir facilement. S'il y a un problème, on a une solution. Si on a une solution, on a de l'espoir. Hein. Et si c'est pas la bonne solution, bien, il y en a une autre. On n'abandonne pas comme ça. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la position exacte de son bateau. La zone à patrouiller fait 20 000 km². Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Son bateau, c'était lui. Quand on cherchait le bateau, c'est lui qu'on cherchait. Et c'est la souffrance. Et de toute façon, c'est certain qu'il a souffert. Jerry ne reviendra pas et c'est le grand drame de ce Vendée Globe. L'organisateur et marin chevronné Philippe Gentot a dû abdiquer. Jerry Roofs a officiellement disparu en mer, englouti par le Grand Sud. Je nous considère, Emma et moi, comme des survivantes. À la suite de la disparition de Jerry, nous avons traversé des courants dangereux, vécu des tourments terribles. Jerry mérite bien cette goutte d'encre dans notre océan de papier. La première fois que j'ai lu le livre, j'avais l'impression de lire un roman de fiction, en fait. Et après de voir son nom, ah oui, c'est mon père, ah oui, c'est ma mère, ah c'est moi, ah oui, mais c'est tellement abracadabrant, en fait. Ces photos sont tirées d'un film de la marine chilienne. Elles datent du 18 juillet dernier et l'examen de ces photos ne souffre d'aucune ambiguïté. On a retrouvé des débris du voilier du skipper canadien Jerry Roofs qui est disparu en janvier 97. J'étais heureuse parce que je le cherchais et je l'avais. Alors que tout le monde m'avait toujours découragée, que c'était pas important de trouver le bateau. Et c'était une recherche longue et pénible, hein, envers et contre tous, surtout contre tous. Et là, il était là. On avait déjà un début de réponse. Un groupe de marins chiliens affirme avoir trouvé l'épave du bateau sur une île au large du pays. Le pêcheur réclame 30 000 $ pour en révéler l'emplacement. Les pêcheurs qui avaient d'abord trouvé le bateau sans le dire et qui avaient pillé, eux ont dit que non, le corps n'était pas à bord, mais je ne peux pas vraiment croire en la parole de gens qui ont pillé le bateau. Toute la démarche, toutes ces années, tout ça, tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé m'amène à croire qu'il était dans le bateau. C'est la réalité, en fait, hein, qui est arrivée comme ça. Je m'attendais à avoir un morceau beaucoup moins abîmé. Ça représentait de la souffrance. Pour moi, ça représentait la souffrance de Jerry. On a fait couper ici un morceau qui a la forme d'un petit bateau, d'un petit voilier, qu'on a fait greffer sur la pierre tombale. Comme on n'avait pas le corps, on a mis quelque chose de tangible. J'ai fait plein de cauchemars, évidemment, par rapport à tout ça pendant longtemps. Et c'était toujours un fantôme qui venait me visiter. Et c'était un fantôme, en général, qui n'était pas content. Alors, ça me stressait vraiment énormément. Jerry avait un caractère très... quand il n'était pas content, il était vraiment pas content. Et alors, mon cerveau a gardé ça. J'arrivais pas à me sortir de ça.
Je me dis, comme il n'est plus là, je dois ne pas y penser. Je dois oublier. Mais je pense que c'est pas comme ça que ça se passe pour faire un deuil. Je pense qu'il faut vraiment intégrer la personne et pas la chasser. C'est comme s'il s'accrochait à moi. Je rêvais toujours qu'il revenait. Et le jour où j'ai réussi à faire la paix, je n'ai plus rêvé, je n'ai plus... tout a été paisible, mais ça a été un travail de cicatrisation très, très pénible. Parce que j'en ai vraiment beaucoup voulu aussi, d'être partie, de nous avoir laissés avec tout ça. L'Everest de problèmes à régler derrière lui et de gens malheureux de sa disparition aussi. Pour moi, ma mère est une héroïne. Les gens qui restent et qui font ce travail-là derrière, c'est même peut-être plus héroïque en fait, à travers toutes les barricades qu'on lui a érigées, enfin aussi à travers tout ça. Quand j'étais au sud du Chili pour retourner, je me disais, j'y vais avec tout ce bagage-là, je vais parler à mon père là-bas. En 2018, j'ai à mon tour découvert le Chili, ce pays aux 1000 lumières qui s'est alors dessiné comme ton lieu de sépulture. D'ici, j'ai pris le large pour l'Isla Navarino que tu aurais dû dépasser en 97. Le lieu de sépulture, c'est quoi? C'est pas simplement une pierre tombale, c'est aussi où est le corps en fait, en soi. Donc il est tombé quelque part à la mer. Donc j'ai essayé de me rapprocher de lui en fait, quelque part en faisant ce film-là, et j'ai réussi. Ici, quelque part au milieu de ces îles, sur ce ferry, j'ai ressenti que tu es là, là-bas, ici, mort, présent. Après avoir fait ce travail d'introspection du deuil de cette mort-là, on arrive à un état de paix. Et après, il y a toujours de la tristesse qui reste, en fait, quand on pense à son histoire à lui, en fait, aussi, à cette horrible façon de mourir. Tu sais, on s'ennuie toujours, mais différemment avec le temps. Ça a été pour moi personnellement la clé de la course, c'est-à-dire se battre non seulement avec les autres concurrents, mais avec l'anticyclone. Et il faut dire que cette course pour Jet Service, c'est un triomphe. Je comprends ce genre de passion depuis longtemps. Après, moi, je ne l'ai pas, je ne fonctionne pas comme ça. Je la comprends et je la respecte. La mort, on l'ignore volontairement. Jerry disait que si un jour il tombait à la mer, comme Jésus, il marcherait sur l'eau, voire courrait jusqu'à son bateau. Cela me faisait rire et j'aimais le croire. On a beaucoup écrit, Emma a filmé, on a beaucoup pleuré. Ce que l'une faisait nourrissait le travail de l'autre. On a construit notre deuil ensemble, en fait. Vivre ça à 8 ans, vivre ça à 28 ans, c'est pas la même chose non plus. Donc je pense qu'il y a un deuil d'enfant qui est pas le même qu'un deuil d'adulte. Donc le deuil ne s'arrête jamais vraiment, en fait. Il évolue avec nous, en fait. Mais ce qu'on comprend par soi-même, en fait, en devenant aussi adulte. Donc ça a été difficile. Il y a évidemment beaucoup de colère. J'espère bien retrouver un jour Jerry, quelque part entre ciel et mer. Nous avions encore quelques mots à nous dire. C'est une page dans un livre, en fait. Cette histoire-là fait partie de mon histoire, mais je ne suis pas que ça. Penser à maman beaucoup, discuter avec elle souvent, cette figure de courage. Pour moi, ma mère est une héroïne. Je peux dire aujourd'hui que je suis allée vraiment jusqu'au bout. Oui. Oui. Ça m'a pris 23 ans. Mais je l'ai fait. L'aube tarde. Where are you, Jerry Roofs? C'est ce que je dis à ma fille. Je dis, de toute façon, je ne changerai pas de vie pour celle de personne d'autre. C'est notre vie. C'est à nous, ça. C'est ça, notre vie. Le crépuscule grelotte et grince. Le temps est long et lent. On
On aimerait que ça ne soit pas arrivé, évidemment. Ni répit, ni éclaircie. Mais il est toujours avec nous d'une certaine manière. L'aube tarde. Where are you, Jerry Roofs? Toujours vivant? Il existe toujours. C'est un souvenir vivant encore, oui. L'aube tarde. L'aube tarde. Attends-moi. L'aube tarde. Ensemble, ici, là-bas, maintenant. On se noie dans les creux de soi. Attends-moi, attends-moi.